doit-on s'aimer soi-même et avoir confiance en soi avant d'aimer l'autre? Est-ce que le fait de s'aimer est la condition sine qua non pour aimer l'autre? Et si jamais je m'aimais enfin, qu'est-ce que cela changerait dans ma vie et pourquoi? Si vous pensez que votre mauvaise image de vous est la cause de vos tourments, vous vous trompez. C'est seulement la partie visible de l'iceberg. Et non contente de vous expliquer pourquoi dans cette vidéo, je vais aussi vous dire comment vous aimer en même temps que vous aimerez l'autre. Bonjour à toutes et à tous, je suis Bénédicte Anne, votre Love Coach depuis 2004. Je profite que je suis sur la côte sauvage pour partager avec vous des images sympathiques d'un endroit dans lequel je me détends. J'ai déjà écrit 4 livres de développement personnel, dont 3 susceptibles de vous aider à attirer la bonne personne et 1 sur l'auto-sabotage. Et bien sûr, comment en sortir? J'accompagne les hommes et les femmes qui cherchent à être heureux en amour, à attirer directement la bonne personne, sans passer par la case infidélité, perversion, mauvais traitement, abus de toutes sortes. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait et à télécharger ma mini-formation offerte, attirer l'âme sœur et la garder près de soi. Vous trouverez le lien ci-dessous. Restez jusqu'au bout car je vais développer et décortiquer ma pensée de façon à vous aider à sortir de ce gros bullshit qui est « Ah, si je m'aime un jour, alors je pourrais aimer l'autre ». Je trouve cette phrase totalement stupide. Je l'ai entendu au hasard d'une vidéo sur YouTube et le discours consistait à vous marteler que si vous étiez quelqu'un qui vous aimait, alors vous rayonneriez et vous auriez tous les hommes, toutes les femmes bien sûr, ça marche dans les deux sens comme d'habitude, à vos pieds. Il y avait derrière cette posture une promesse mensongère de confiance en soi providentielle qui allait être réglée d'un coup de baguette magique, qui réglerait tous vos problèmes, et j'ai vraiment eu à cœur de vous proposer ma version. Pourquoi est-ce que cette phrase m'agace? Pourquoi est-ce que je la conteste? Parce que des dizaines d'années d'expérience m'ont montré une évidence. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et je vais développer tout ça pour que vous compreniez bien de quoi je vous parle et surtout quel est le chemin pour sortir de cette mauvaise image de vous qui, paraît-il, doit être éradiquée avant que vous ne puissiez aimer et être aimé. C'est en pratiquant qu'on apprend, c'est en recommençant les choses, c'est en regardant quelqu'un faire, c'est en étant guidé, c'est en tirant des leçons de ses expériences passées. C'est en expérimentant qu'on prend conscience, qu'on réalise qu'une fois de plus, les mêmes causes produisant les mêmes effets, il y a des choses que nous ne ferons plus. C'est en sortant de sa zone de confort qu'on s'exerce et qu'on s'aime de plus en plus dans la mesure où on repousse les personnes dont les comportements à notre égard sont toxiques, malaisants, humiliants, etc., etc. Lorsque nous arrivons dans le monde de la séduction à l'adolescence, nous apprenons de nos aînés, nous apprenons de nos échecs, nous apprenons de nos humiliations. C'est-à-dire que quand nous faisons telle chose avec tel partenaire potentiel, nous obtenons un résultat. S'ajoutent à cela les moqueries de nos petits camarades, les hormones qui parfois nous font faire des choses un peu folles, les complexes inhérents à cet âge, et le fait de ne pas être la personne la plus populaire, celle que tout le monde voudrait avoir comme partenaire. À l'adolescence, en fait, il y a comme une cristallisation de nos émotions, et c'est là que nos premiers doutes s'installent, que le manque de confiance en soi qui était déjà là depuis un moment va s'articuler plus précisément autour de la relation amoureuse. Progressivement, avec le temps, il nous arrive de nous faire avoir, de nous faire abuser, et j'ai des coachés de la quarantaine qui ont vécu 2, 3, 4 tranches de vie de plusieurs années avec des partenaires malfaisants. Il y en a qui ont arrêté. Vous savez cette phrase « j'arrête les hommes » ou « j'arrête de draguer ». Et puis il y en a malheureusement qui continuent à en prendre plein la tronche pour pas un rond. Et c'est à cela qu'on dit « ah, quand vous vous aimerez, vous verrez, tout va s'arranger ». Pensez-vous que ce soit si simple de contrebalancer une mauvaise image de soi? Oui, en effet, ça peut être simple à partir du moment où vous arrivez à considérer que la mauvaise image de soi, le manque de confiance en soi, comme on dit vulgairement, est la partie visible de l'iceberg, donc comme je vous le disais, et comme le disait encore mieux Victor Hugo, c'est le fond qui remonte à la surface. Cela signifie que si vous acceptez d'aller voir ce qu'il y a derrière, entre guillemets, ce manque de confiance en soi, / ce manque d'amour pour vous-même, alors il est probable que vous allez atterrir sur quelque chose de bien plus intéressant, de bien plus subtil, qui est probablement la racine, le noyau, ou en tout cas une des racines, un des noyaux de vos souffrances en amour. Normalement, lorsque nous expérimentons des situations, nous en tirons des enseignements et nous ne les reproduisons pas. Mais quand l'autre, le méchant, le malfaisant, la cruella, le bad boy, vous l'appelez comme vous voulez, arrive dans votre vie avec une autre forme, confiance.
il ne ressemble pas au précédent. Elle a l'air différente, et pourtant, la souffrance est la même. Donc ce qui nous intéresse n'est pas tant l'apparence de la malfaisance, mais ce que cette malfaisance génère comme souffrance en vous, et notre fil conducteur, vous l'avez compris, est la souffrance ressentie à chaque rencontre, quelle que soit l'apparence du partenaire. Si vous attendez de vous aimer avant de pouvoir être aimé, vous risquez de tomber dans 2 écueils. Le premier serait de finir votre vie seul, dans la mesure où vous n'aurez jamais assez d'estime pour vous sentir suffisamment équipé et attirer enfin la personne qui vous correspondrait. Si vous attendez sans rien faire, même si vous faites des années de thérapie, vous risquez de vous enfermer dans une forme de prison à l'intérieur de vous, dans laquelle vous vous sentirez mal, mais en même temps, vous aurez l'impression de limiter les risques et vous aurez de plus en plus de mal à expérimenter des choses différentes. Le second écueil consisterait à vous comporter en princesse naïve. On peut aussi dire en prince naïf, en gentil garçon, qui s'attend à ce que le monde bouge autour de lui ou autour d'elle, dès lors que, ça y est, je m'aime, alors, tel un film de Disney, petite musique de fond, petits papillons, petits animaux qui sourient, et le monde est beau, la vie est belle. Sauf que c'est pas ça la réalité. Alors pourquoi ça n'est pas possible? Parce que les fées et les poneys, les princesses et les princes charmants ont été inventés pour consolider une réalité pas toujours aussi jolie. Le rêve, l'évasion, le fantasme permettent, j'ai envie de dire à la foule, parce que ça a un côté opium du peuple, de supporter leur frustration et finalement d'être plus docile. Il est sûr que si on rêve à un ailleurs de meilleure qualité, le jour où on s'aimera, le jour où on aura perdu des kilos, le jour où on aura acheté une maison, où on aura réglé tel problème, alors la vie sera différente. Comte Sponville en parlait très bien, de cette attente qui consiste à imaginer que quand un problème sera réglé et dépassé, la vie changera. Mais l'autre raison pour laquelle ça n'est pas possible, au-delà des fées, des poneys et du romantisme à 2 balles, c'est tout simplement que la jungle des rencontres n'est pas un conte de fées. À ce propos, si vous avez envie de mieux maîtriser les nouvelles règles du jeu amoureux, j'organise un webinaire dimanche 6 mars à 20h, c'est gratuit bien sûr, et vous trouverez le lien ci-dessous pour vous inscrire. Non, la nouvelle jungle des rencontres n'est pas un conte de fées, j'en ai parlé dans plein de vidéos donc je ne vais pas radoter, mais les comportements des hommes et des femmes sont devenus singulièrement sauvages. Et pas sauvage au sens être connecté à son essence d'homme ou de femme, à être dans une énergie de femme sauvage qui se respecte et qui danse avec les loups, ou d'homme viril qui est connecté à son bas-ventre. Non, je parle de sauvagerie au sens de la jungle. C'est une réalité. Fort heureusement, de nombreux coachés la dépassent parce qu'il suffit de connaître les règles du jeu pour ne plus se faire avaler tout cru. Et nous revenons au serpent, au boa constrictor, je crois, qui digère pendant des semaines ce qu'il a dégusté et qui revient bien sûr sur le marché, symboliquement parlant, pour attraper sa nouvelle proie. Enfin, et en plus, dans la mesure où la jungle des rencontres, la fin des contes de fées qui n'ont d'ailleurs jamais été qu'un leurre, s'ajoute à des programmes personnels. Nous avons en effet des programmes qui nous poussent à être attirés par des partenaires d'autant plus érotisés qu'ils sont nuisibles. Quand je dis nuisibles, je pense évidemment à la bestiole qui est associée à ce mot, à savoir les cafards, les punaises de lit et les puces. Je pense aussi à des comportements toxiques, qui sont bien sûr tous les comportements que vous rencontrez sur les sites, les applis dans la vraie vie, qu'il s'agisse du ghosting, des mensonges, du côté mou du genou, de la disparition après avoir passé des moments fabuleux, bref, tous les comportements de ce type que vous connaissez très bien. Alors pourquoi ces partenaires-là vous érotisent-ils? Pourquoi les attirez-vous au radar? Parce que vous avez ces fameux programmes dont je parle très souvent, qui proviennent de différentes sources. En premier lieu, vous allez penser à l'éducation. C'est vrai, souvent, la manière dont vos parents vous ont éduqué, surtout l'un de vos parents qui était probablement plus toxique ou plus demandeur ou plus manipulateur ou plus dans la plainte que l'autre, ce parent-là donc vous a programmé pour quelque chose, avec le consentement de l'autre qui, par le fait de laisser faire, a été implicitement d'accord. Il peut s'agir aussi d'un trauma récent. Par exemple, j'ai des coachés qui ont vécu la petite maison dans la prairie jusqu'à ce qu'ils aient à peu près 20 ans, et honnêtement, après enquête, ceux qu'ils aidaient dans le passé n'avaient pas vécu des situations traumatiques qui auraient pu impacter leur vie de jeune adulte. Et pourtant, ils ont vécu, soit à travers quelque chose de violent et de ponctuel, soit à travers de mauvaises rencontres, ce qui est quand même plus souvent le cas, des situations qui les ont rendus fragiles et qui ont inscrit en lettres d'or sur leur front « Abusez-moi, milord, abusez-moi, milady, j'ai désormais ce programme ». Ce programme, cette situation, ce trauma, vous savez, c'est du sur-mesure, donc j'essaie de lui donner une définition, mais en réalité, chacun a sa propre histoire et sa particularité. Bref, ce programme, entre guillemets, peut être transgénérationnel. Peut être en lien avec un aïeul, un défunt, un membre de la fratrie décédé, une situation qui s'est produite dans l'environnement proche, ou pas d'ailleurs.
C'est pour ça que je ne me permettrai pas de juger, je vous offre juste des pistes de réflexion. Alors si vous avez envie de maîtriser les nouvelles règles du jeu amoureux, de connaître la méthode imparable pour attirer directement la bonne personne, je vous invite à me rejoindre au webinaire sur le même thème qui aura lieu dimanche 6 mars à 20h, heure de France. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout, de la liker si elle vous a plu, de la partager si vous pensez qu'elle peut aider des personnes de votre entourage. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo ou un nouvel audio, chaque mardi et chaque vendredi, en dehors des vacances de Noël et du mois d'août.